Bonjour et bienvenue à Regard sur l'Afrique, l'émission où on fait le tour de l'histoire africaine de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Et on est presque rendu à la fin de notre série. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, c'était extrêmement intéressant, mais on continue aujourd'hui avec notre avant-dernière émission de la série. Profitez-en, il y en aura juste une autre après. Et avec moi, comme toujours, pour nous éclairer de sa grande sagesse, ce sage africain d'origine, togolais, professeur d'histoire au Togo et habitant de Loum-Sesni depuis plus d'une douzaine d'années, M. Raphaël Badoé. Bonjour Raphaël. Bonjour Pierre. Ça va bien? Ben, je rougis avec tes commentaires. J'améliore mes présentations tout le temps. Je trouve ça important. Donc, on est toujours en Afrique. Là. On a vu plein de choses. Maintenant, on va regarder l'Afrique aujourd'hui, je pense. Là. Oui. Parce que l'Afrique, c'est un nouveau marché. Ça a été longtemps une terre où c'était plus de la main-d'œuvre ou des ressources naturelles qu'on allait voler, si tu veux, ou utiliser. Un peu. Et aujourd'hui, c'est rendu un marché économique très intéressant pour l'ensemble de la planète. Ben, écoute, pour tout le monde, on se réveille. On ne parlera plus de la colonisation. On ne parlera plus de la traite des Noirs, l'esclavage, écoute, la décolonisation, le néocolonialisme. On sort de cette étape-là, puis on tombe dans une autre étape qui est un nouveau marché à aller conquérir. Alors, qu'est-ce qui justifie ce changement de mentalité? Un élément très important qu'on avait abordé lors de la dernière émission, c'est la fin de la guerre froide. Oui, c'est ça. Là, ici, on t'a fait un peu là, le retour. Fin de la guerre froide. Ah non, c'est ça, on est là. Chute, oui. La chute du mur de Berlin qui signifie la fin de la guerre froide. Ben, en Occident, la fin de la guerre froide, c'est symbolisé par le chute du mur de Berlin, la fusion des deux Allemagnes. Mais en Afrique également, on a d'autres événements qui ont été marqués par la fin de la guerre froide. Parce qu'il ne faut pas oublier que durant la guerre froide, les grandes puissances finançaient et aidaient certains pays pour leur allégeance idéologique. Écoute, mais une fois que ça tombe, là... Ah ben c'est fini. C'était comme des pays satellites qu'on avait également en Afrique. Tu es dans le bon camp, tu es avec les capitalistes, oui, on te maintient. Tu n'es pas avec les capitalistes, on fera tout pour te faire un coup d'État. Donc, beaucoup de changements de président ou bien de chef d'État s'expliquait par le fait que la personne, c'est un révolutionnaire. Ouais. On a parlé de Thomas Sankara pour le Burkina Faso. Le Ghana, le président Ron-Luce a lutté fort avant de se maintenir au pouvoir. En Angola, la guerre entre l'UNITA et puis un peu là. Écoute, cette guerre-là, c'est l'expression de la guerre froide sur le territoire africain. C'est ça. Même le régime d'apartheid. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Comment ce régime a survécu en pratiquant l'apartheid? C'est parce que le contexte de la guerre froide faisait en sorte que l'ANC était vue comme un mouvement communiste, socialiste. Ce qui faisait que, officiellement, on n'est pas pour l'apartheid. Parce que c'était un mouvement socialiste à quelque part. Communiste peut-être pas, mais on stigmatisait tellement... On les avait associés au communisme. Ouais. Donc, ça expliquait le pourquoi ce régime aussi de l'apartheid a perduré. Parce que, qu'on le veut ou pas, c'est le régime de l'Afrique du Sud, de M. Pité-Bouta, qui soutenait la guerre aussi en Angola contre les communistes. Donc, quelque part, l'Occident utilisait l'Afrique du Sud pour pouvoir soutenir les mouvements, les révolutionnaires à caractère capitaliste, dont Jonas Savimbi. Okay. Mais il y a d'autres conflits également en Afrique qui étaient liés. Le Mozambique. Il y avait la guerre civile également au Mozambique, qui est également l'expression de cette guerre civile ou bien de cette guerre froide. Okay? Ouais. Donc, après la fin ou bien la chute du mur de Berlin, on a également la fin de l'apartheid qui est arrivée. Ouais. Alors, quand on n'a plus l'apartheid, on n'a plus de raison de justifier. On n'a plus de raison pour garder certains régimes qui sont autoritaires. On s'en souvient que Mobutu également au Zaïre, l'ancien Zaïre également, son pouvoir commençait par chanceler parce qu'on n'a plus de guerre froide. Il n'y a plus de raison pour garder un dictateur au pouvoir parce qu'il est du côté des capitalistes. Alors, la guerre civile en Angola a pris fin. La guerre civile également au Mozambique a pris fin. On est rendu où? C'est la période de la démocratie, le multipartisme. Là, on arrive dans les années 90. Ouais. Alors, dis-moi, des pays qui n'étaient pas préparés à la démocratie, puis au discours de la Baule prôné par la France qui demandait aux pays africains, mes amis, c'est le temps de vous démocratiser. Ouais. En l'espace de quelques mois, on leur demande d'avoir plusieurs partis. Parce qu'avec la guerre froide,
c'était des régimes de partis uniques. C'était le parti-État. Tout le monde pensait la même chose. Ouais. Le président était comme le timonier national. C'est comme, c'est le plus fort, c'est le plus intelligent. C'est un peu l'exemple de la Corée du Nord, Ouais. de Kim Il-sung, où le président, il y a en même temps le chef de l'État, il y a en même temps un roi. C'est comme, c'est comme un quelqu'un. dieu, quasiment. C'est comme un dieu. Mais en même temps, on dit, en autant qu'il est capitaliste, s'il est capitaliste dans ses façons de faire, on le maintient. Mais là, en 90, on leur dit, niet, vous arrêtez, vous favorisez l'émergence d'autres partis. Puis ça s'est vu beaucoup en Afrique du Sud, mais parce qu'il y avait un géant, Nelson Mandela, c'est un icône, là, c'est plus grand que nature. Là. Écoute, si on a réussi, écoute, si l'ANC a été légalisée, c'est parce qu'elle a été reconnue comme un parti politique, autorisé en Afrique du Sud. C'est la fin de la guerre froide qui a facilité cet état de choses. Maintenant, c'est rendu un parti officiel. Mais on savait que dans les coulisses, on négociait. Mais le contexte politique était favorable. Ouais. Alors, un peu partout en Afrique, il y a eu des conférences nationales souveraines. C'est comme un forum national pour discuter de l'avenir de chaque pays. On en a eu au Bénin, au Togo, au Congo, pour préparer les gens à se lancer dans le multipartisme, plusieurs partis. Ici, on a toujours les vieux partis, les conservateurs, les libéraux. Il y a d'autres partis qui émergent, mais après, qui disparaissent. Mais là-bas, c'était des partis uniques qu'on avait avant. Oui. Alors, ça a mené en sorte que maintenant, on peut parler de l'économie. Donc, on a laissé un peu de côté la politique internationale. Puis, le monde occidental va évaluer, va regarder l'économie de ces pays africains pour voir où ça va, où ça ne va pas. On ne va plus accepter qu'il y ait des déficits budgétaires. On ne va plus prêter un peu partout parce que, rappelle-toi que la période de la guerre froide également considérée avec la période de l'ajustement structurel dans les pays africains, ça aussi, ça avait plombé l'économie des pays africains. Il faut dévaluer parce qu'on va te compenser parce que c'est un dictateur. Alors, la gestion a été un peu chaotique avec le soutien des pays du Nord. Bon. Mais après 90, go, c'est une économie émergente en Afrique. Qui va s'ouvrir. Écoute, maintenant, c'est quoi les constats? Ouais. Qu'est-ce qui fait que maintenant, on parle d'économie émergente? Parce que avec la démographie des pays africains, on se rend compte que, il y a du potentiel au niveau de la population. Beaucoup de monde. Ben, il y a beaucoup de monde. Écoute, le taux de natalité en Afrique est toujours très élevé. Le taux de mortalité également est très élevé. Mais là, dans les années 90, on se rend compte que le taux de mortalité commence par chuter. Parce que les pays africains ont de plus en plus accès à la médecine, aux soins de santé. Alors ça a réduit le taux de mortalité, surtout le taux de mortalité infantile. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a fait? La population a grimpé. Puis quand je vais plus loin dans les statistiques de l'ONU pour 2100, écoute, l'humanité va atteindre 11 milliards de population. Mais un habitant sur 3 sera africain. Wow! Non, c'est fou. Puis 1 sur 3 va être chinois. Écoute, donc c'est la Chine puis l'Afrique. Ouais. Là, on se dit, mais écoute, si la population africaine va augmenter, va tripler, ce qui veut dire qu'au niveau de la répartition des richesses également, la pauvreté qui disparaît, la classe moyenne africaine, c'est un marché potentiel. Ouais. Alors, on a accès aux soins de santé, l'éducation qui s'améliore, le taux d'alphabétisation est élevé. C'est que les gens comme nous qui sont partis, qui envoient des sous, oui. Ça fait qu'au niveau de la consommation, des gens qui sont restés, plus on est éduqué, plus on veut consommer, puis on veut faire des choix au niveau de la consommation. Donc, ça devient un marché potentiel pour l'Occident de dire, maintenant, il faut investir en Afrique comme un marché à conquérir. Écoute, le Nigeria, en Afrique, c'est à peu près 130 millions d'habitants. Je dis 130 millions, 170 millions d'habitants. En 2100, la population du Nigeria va dépasser la population des États-Unis. C'est fou. Hein? C'est fou. Donc, si on ne se prépare pas pour aller vers ce marché-là, peut-être qu'on va peut-être rater la coche. C'est pour ça que les investisseurs également n'ont pas le choix
d'investir en Afrique pour pouvoir profiter de ce marché. Oui, c'est ça. Puis il faut leur donner aussi les moyens de pouvoir se développer pour pas que ce soit encore les grandes puissances qui soutirent l'argent. Parce qu'il y a tellement de monde, il y a des bouches à nourrir, il y a des gens qui veulent vivre dignement. Là. Les gens ne demandent pas d'être riches, mais ils demandent d'être capables de se nourrir, de manger, puis d'avoir une vie saine. Hein? La classe moyenne va augmenter. Puis, comme on l'a vu en Chine, la Chine, oui, on a 1,2 milliard, 1,3 milliard d'habitants, mais c'est la classe moyenne chinoise qui augmente, qui a un pouvoir d'achat. Alors, si cette classe moyenne a un bon pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on peut acheter des produits manufacturés. On peut dépenser. On peut dépenser. Moi, je fais souvent la comparaison avec les États-Unis. Ici, notre marché, le Canada dépend beaucoup du marché américain. Or, les États-Unis, c'est quasiment 320 millions d'habitants. OK? Mais nous, tout ce que nous produisons, la plupart, on le vend aux États-Unis, qui sont 300 millions. Mais la classe moyenne aux États-Unis, ce n'est pas 300 millions. Non. C'est moins que ça. Alors, imagine en Chine, où ils ont 1,3 milliard, et que c'est les 300 millions... Qui est la classe moyenne? Qui est la classe moyenne. Alors, si ces 300 millions veulent consommer, comme les Américains ici, puis qu'ils le font, ça va prendre des denrées. Tout le monde veut avoir accès à un congélateur, un frigidaire. Tout le monde veut prendre un bon café, un bon thé le matin. Avoir une voiture, une maison. Et alors, si ces 300 millions, là, une fois par semaine, disent, écoute, on va manger un McDo une fois par semaine. Écoute, c'est de l'argent. Oui. Alors, le même exercice, quand tu l'appliques également au niveau de l'Afrique, tu dis, dans 50 ans, la population va doubler. Et puis, la classe moyenne également commence par progresser. Alors, si on investit, puis cette classe moyenne qui décide de consommer un café produit au Canada, ça c'est juste un exemple un peu. Mais on dit, écoutez, en Afrique maintenant, le Nigeria, les gens là-bas aiment le sirop d'érable. Imagine le marché potentiel pour les producteurs de la bourse un peu partout. Fait que ça va relativement bien là, au niveau d'économie. Là. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes Africains qui voient pas d'avenir en Afrique puis qui décident de migrer vers l'Europe. Oui. Est-ce que ça diminue ou... Bien, ça, pour l'instant, OK, il n'y a pas de stabilité. OK. L'instabilité fait que les jeunes, la jeune génération, ne voit pas l'avenir pour l'instant. Mais on voit très bien qu'avec les matières premières, avec les ressources que les Africains ont, aussitôt qu'il va avoir une certaine stabilité. Alors, s'il y a la stabilité politique, ça va s'accompagner d'une stabilité économique. Alors, cette jeune génération-là, au lieu d'aller vers l'extérieur, nécessairement va rester dans le pays. Ouais. Autre élément également, ceux qui sont partis vers l'extérieur. Moi, par exemple, oui, je ne suis plus... Ça fait longtemps que je suis parti. Mais combien de jeunes Africains sont partis faire carrière à l'extérieur? Mais puis qui envoient de l'argent en Afrique? Oui, c'est ça. Alors, c'est la diaspora, en fait. C'est la diaspora également qui finance le développement en Afrique. Alors, cette masse-là d'argent qu'on envoie en Afrique constitue un grand fonds, un bon fonds d'investissement pour ces États africains qui investissent. Il faut que ça soit bien géré. Bien, ça vient. Parce que, généralement, oui, on parle de corruption. Ça, c'est vrai. Mais la génération est en train de changer, les mentalités changent parce qu'à un moment donné, tout le monde prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Oui. Les élections, la dernière fois, c'est les élections au Burkina Faso. Oui. Et un président a été élu démocratiquement. Alors, on sait que quand la politique va très bien, l'économie va suivre. Donc, cette jeune génération-là, oui, aujourd'hui, ils sont en partance, puis ils sont conscients également des difficultés de l'Occident. Ouais. À trouver de l'emploi parce que maintenant le marché en Occident, ça commence à être saturé. Alors les gens vont retourner, s'ils ne retournent pas, ils envoient des sous en Afrique. L'argent envoyé redevient un moteur pour décoller l'économie informelle, mais plus tard, écoute, c'est les banques également qui vont faire des profits. Oui. Puis c'est l'économie africaine qui va décoller. Mais les gens le voient d'un très bon œil. Fait que ce qu'on voit ici, c'est ça. C'est que la population, comme les gens, la population est plus éduquée, est capable de lire, d'écrire, des connaissances, sont capables d'avoir des meilleurs emplois, plus d'argent pour consommer, ce qui favorise l'économie de marché. L'économie de marché, oui, parce que l'élément très important, le taux d'alphabétisation qui est de plus en plus élevé.
Alors, une population qui est éduquée, c'est une population qui apprend à consommer. Comme on sait bien le faire ici. Oui. Alors, on devient une société de consommation. Une société de consommation, ça devient un marché potentiel que tout le monde veut avoir. Alors, c'est que c'est le décollage. En fait, on est parti sur les prémices de ce qui s'est passé en Chine pour voir que, oui, la population, une population éduquée consomme. Puis, qu'on le veut ou non, en Chine maintenant, produire en Chine devient de plus en plus cher. Alors, il y a certains pays en Afrique qui sont visés. Ouais. Le Kenya, l'Éthiopie. Alors, on voit que la main-d'œuvre devient bon marché dans ces pays-là. Oui, ça se peut que les gens soient obligés d'installer des usines dans ces pays pour dire, écoutez, la Chine, ça devient plus difficile. Ouais. Écoute, les normes de production de CO2 de plus en plus, la Chine également veut se mettre... mieux, là? Ben, écoute, non, là, tout le monde se dit, le prochain continent qui va prendre l'envol, c'est peut-être le continent africain. Peut-être que ça va être un avantage qu'on ait nos ratés chez nous puis qu'on ait commencé à aller plus vers l'énergie verte parce qu'eux, ils vont prendre l'avance, ils vont pouvoir déjà aller vers ça directement. Dans 15-20 ans, on verra ce que ça va donner. Mais autre élément qu'il ne faut pas oublier, le sous-sol africain. Oui. Le sous-sol africain, écoute, l'Afrique représente 30% des réserves mondiales de matières premières. Écoute, minérales, on parle de bauxite, de cuivre, de cobalt, de chrome. Puis l'Afrique possède du gaz naturel, pétrole, le charbon, l'uranium, les pierres précieuses. Puis on le sait depuis toujours que les pierres précieuses, c'est l'Afrique du Sud. Le diamant. Le gaz naturel, c'est l'Algérie. Oui. L'uranium, c'est au Niger. Puis le nord du Mali, la bombe atomique. L'uranium, écoute, a été trouvé. Il a été trouvé là. Ça a été trouvé. Écoute, certains disent que la bombe atomique qui a été fabriquée en 1945, c'est avec l'uranium du Congo belge qu'on a pris pour fabriquer la bombe atomique. C'est-à-dire que la matière première se trouve où? En Afrique, l'uranium. Donc, toutes ces matières premières-là, il suffit de les exploiter, mais de façon intelligente. Pas puis, comme certains pays le font, comme ici. Bon. Au niveau, quand on compare une population instruite, des matières premières, tout ce qui reste, c'est l'investissement. Ouais. Mais avant d'investir, les Occidentaux, bien les banques, vont investir là où il y a la stabilité. Alors, la stabilité est revenue après, à la fin de la guerre froide. On a le oui, aujourd'hui, il y a encore des soubresauts, il y a des conflits qui arrivent, mais les pays africains sont dans l'apprentissage de la démocratie, l'apprentissage du j'allais dire multiculturalisme, mais plusieurs partis ensemble. Oui, multipartisme. Multipartisme. Ouais. Merci. Donc, là, ils sont à l'étape de l'apprentissage. Puis, à un moment donné, ça va se calmer. Oui, c'est ça. Puis, il veut dire, c'était reconnu longtemps qu'il y avait beaucoup de corruption en Afrique, mais je pense qu'on a travaillé beaucoup. La Banque mondiale, entre autres, le Fonds monétaire international qui disait « va vous aider si vous essayez d'endiguer la corruption. » c'est l'hémorragie. Écoute, c'est ce qui freine beaucoup le moteur, mais on se dit, ça fait partie de la démarche, mais de la marche pour accéder à une certaine stabilité, à une certaine bonne gestion. Mais il y a des pays qui ont réussi, puis qu'on cite, qu'on verra plus tard. L'exemple de Botswana, un peu partout. Botswana, wow. Moi, j'adore ce pays-là. Dans mes cours de sciences politiques, quand je parle de l'Afrique, c'est toujours mon exemple. Je n'ai pas le temps de faire le tour de l'Afrique, mais le Botswana, modèle de gestion que même ici, on n'a pas. Là, fait que je trouve ça génial. Bon, alors... Donc, nouveau pays émergent. Nouveau pays émergent. Maintenant, on voit, oui, certains diront, Raphaël, tu nous parles de l'Afrique, territoire ou bien terrain émergent, pays émergent. Est-ce que tu as des exemples? Oui. L'exemple, c'est l'Afrique du Sud. Oui. Depuis toujours, à cause des matières premières que nous avons en Afrique du Sud. Nous avons également le Kenya, également en Afrique de l'Est. Mais on n'en parle pas beaucoup de ces pays-là. Alors, on pense toujours à la guerre. Le Kenya, Tanzanie, on pense au Serengeti, au safari, aux éléphants. On pense toujours à l'effet du safari, mais on oublie que dans ces pays-là, l'économie vraiment est en marche parce que c'est des pays qui sont vraiment stables. La stabilité politique dans ces pays-là entraîne un certain développement économique. Okay? Ouais. La Zambie,
l'Éthiopie, c'est beaucoup la main-d'œuvre. Hein, okay? Oui. Il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup d'industries qui s'installent en Éthiopie à cause de la main-d'œuvre. Le Nigeria, c'est le géant africain au pied d'argile. Ouais. On verra plus tard pourquoi c'est un géant au pied d'argile. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui a connu dernièrement des troubles, mais depuis 5 ans, la stabilité de la Côte d'Ivoire fait qu'ils ont également un boom économique. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, les Français ont beaucoup investi. La main-d'œuvre en Côte d'Ivoire est très bon marché. C'est des gens instruits qui font que... Mais ça prouve que quand on mélange là, instruction, éducation, du travail rémunéré, là, l'économie fonctionne, puis que les compagnies trouvent leur compte, mais la population aussi, ça amène de la stabilité politique, économique. Si tu vois en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui fait le tour en Afrique de l'Ouest, je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, tu vois au Burkina Faso, tu vois le dynamique, tu vois le gens, tu vois la pauvreté, mais tu vois un pays qui travaille fort. Tu quittes la Côte d'Ivoire, tu quittes le Burkina Faso, tu vas en Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est un autre monde. C'est comme l'Europe ou bien la France réincarnée sur le plan économique. Okay. Écoute, ça bouge en Côte d'Ivoire, ça roule en Côte d'Ivoire, l'économie, ça roule, les salaires sont très élevés. Alors, ça expliquait parfois, quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire, avant, il y a peu d'Ivoiriens qui sortaient de leur pays à cause du café, cacao. Ouais. Cette stabilité économique, il y a beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de gens de l'Afrique de l'Ouest allaient travailler en Côte d'Ivoire à cause de l'économie ivoirienne, qui est une très bonne économie. Puis c'est la guerre qui a fait que ça a comme freiné, mais depuis 5 ans, avec la stabilité, l'économie ivoirienne est encore repartie. Finalement, d'autres constats. Ça, c'est le PIB, classement fait par le Fonds monétaire international. Oui. Alors, le pays intérieur brut de ces 5 pays africains, là, j'ai mis 6. Le Nigeria toujours en tête avec 573 milliards de dollars US. L'Afrique du Sud qui vient en deuxième position. L'Égypte, l'Algérie, l'Angola, puis le Maroc. Alors, dans ça, c'est les 6 premiers. Oui, ça c'est les 6 premiers qui ont une économie assez forte, ou bien le PIB vraiment est élevé. Le problème dans ces pays-là, c'est la répartition des ressources par rapport, la répartition égale des retombées financières. Oui. Mais écoute, on a le même problème ici, là, on ne peut pas leur reprocher. Ben, on a beaucoup de disparités par rapport à la répartition des revenus à la population. L'exemple de Nigeria, on verra plus loin, c'est très frappant de voir que ce pays-là, où le pétrole représente 90% de l'exportation, puis les revenus du gouvernement fédéral, c'est 70%. Écoute, dans le gouvernement fédéral est très riche, mais au niveau de la répartition par tête d'habitants, c'est de n'importe quoi. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Bon, l'Afrique du Sud, oui, la fin de l'apartheid a un peu fait mal à l'Afrique du Sud parce qu'il y a eu un certain relâchement au niveau de l'Afrique du Sud, un repositionnement de l'économie. Ben oui, là, je veux dire, c'est sûr, là, tu passes de l'esclavage à des... Il faut que tu payes tes employés. C'est sûr que c'est plus dur financièrement, mais en même temps, c'est pas plus juste. Écoute, au niveau de la répartition, au niveau des échanges également, il y a beaucoup de fuites de cerveau au niveau de l'Afrique du Sud, mais la jeune génération nord-africaine également prend son envol. L'Égypte... Beaucoup de tourisme en Égypte? Oui, beaucoup. L'Égypte, c'est beaucoup le tourisme. Mais ça, c'est difficile. C'est difficile, hein? C'est difficile, mais au niveau du PIB, l'Égypte arrive toujours en 3e position. Puis l'Algérie, c'est le gaz naturel. Hein? C'est le gaz naturel qui fait que l'Algérie est vraiment une bonne puissance économique. L'Angola, qu'on n'en parle pas. On ne parle pas de l'Angola parce que beaucoup pensent qu'il y a encore la guerre. Puis le dernier, qui est le 6e, le Maroc. Aussi beaucoup le tourisme. Ben, beaucoup le tourisme. Okay. Raphaël, c'est extraordinaire de t'entendre. Merci, c'est déjà terminé. Oh. Hey, j'aimerais ça que tu me parles de ta source avant qu'on conclue l'émission, parce que c'est important de dire que ces informations-là, il les connaît, mais il les prend quelque part. Alors, c'est toujours l'Histoire générale de l'Afrique, volume 8, publié par l'UNESCO et Présidence africaine. Là, c'est le tome 8. Tous ceux qui veulent compléter l'information peuvent l'acheter, même sur Internet. Tu peux trouver le livre, faire commander, puis faire venir. Ça ne coûte pas, je pense que c'est moins de $20 pour avoir le volume. Okay. C'est en plusieurs volumes, donc les gens peuvent compléter. Ce que nous donnons, c'est juste, on donne un peu d'informations.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël, de nous avoir éclairé là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres. Il en reste une autre la semaine prochaine où on va clore ça, où on va parler des regroupements économiques en Afrique et du Botswana. Ne manquez pas ça. Merci et à la semaine prochaine. La salle va être pleine. Ça va aller. Je vais au spectacle, puis j'oublie la foule. La foule. La foule. La foule. La foule. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est ma toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Chaque jour, il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que Boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.